La femme que nous allons accueillir dans un instant a vécu un véritable enfer, une histoire qui est à peine imaginable. À sa naissance, Muriel est recueillie par ses grands-parents paternels, mais à 9 ans, elle est arrachée à son foyer parisien par sa mère biologique. Mais de 9 à 11 ans, Muriel sera abusée sexuellement et violée par son grand-père. Ce dernier ira jusqu'à la considérer comme sa petite maîtresse. L'homme tente de la persuader que tout est normal et qu'ils vivent quelque chose d'exceptionnel, mais que cela doit rester secret. Pendant 3 ans, il va ainsi violer Muriel en usant de tous les stratagèmes pour se retrouver seul avec elle. Pire encore, il ira jusqu'à prostituer sa petite fille avec des hommes de son entourage. Et pour la faire taire, l'homme la menace de tuer les gens qu'elle aime. Terrifiée, Muriel se mure dans le silence et ne révélera rien pendant des années. Mais en grandissant, à l'âge de 11 ans, elle trouve au fond d'elle la force de confier à sa grand-mère paternelle le secret et elle met un terme à des années de cauchemars qui lui laisseront d'importantes séquelles psychologiques. Avant de la recevoir, dans un instant, en direct sur ce plateau, retour sur cette vie marquée au fer rouge. Nous sommes à Saint-Ouen, en région parisienne. C'est ici qu'a grandi Muriel. Elle a été confiée à ses grands-parents paternels alors qu'elle n'avait que quelques mois et a été élevée dans un foyer chaleureux et aimant pendant ses 9 premières années. Mais sa mère biologique décide soudainement de la récupérer. Elle a eu un second enfant et souhaite à présent fonder une famille unie. Au sein de cette famille reconstruite, le petit dernier est traité comme un roi. Mais Muriel, elle, souffre de l'absence de ses grands-parents, avec qui elle a grandi. D'autant plus que son grand-père paternel, son Péli, comme elle l'appelle, est atteint d'un cancer. Il est affaibli et ne peut plus voir Muriel aussi souvent. Et au domicile familial, elle ne peut trouver que de brefs moments de tendresse avec son père. Mais un événement va plonger la jeune fille dans un enfer que personne n'aurait soupçonné. Alors qu'elle n'a que 9 ans, Muriel subit les attouchements et les viols incestueux de Pépé Henry, son grand-père maternel. Un après-midi, pendant une balade, il abusera de sa petite fille encore vierge et ira même jusqu'à l'appeler sa maîtresse. De peur que Muriel ne parle, Pépé Henry la menace de tuer ses grands-parents paternels avec qui elle vivait et à qui elle est si attachée. Pendant 3 ans, il va user de ce moyen de pression sur la fillette pour la faire taire. Et comble de l'horreur, il ira même jusqu'à prostituer sa petite fille en l'offrant à certains de ses amis pédophiles, moyennant rémunération. Pour pouvoir emmener l'enfant sans éveiller les soupçons de sa fille et de son gendre, Pépé Henry prétexte vouloir passer du temps avec sa petite fille. Mais en réalité, il l'emmène dans des hôtels miteux de la banlieue parisienne. Et sur place, Muriel vit un véritable enfer. Dans cette chambre, ils sont souvent plusieurs. Et à 2 ou à 3, ils abusent de l'enfant pendant plusieurs heures. Elle est brutalement violée à de nombreuses reprises. Ces pédophiles, qui abusent d'elle, iront même jusqu'à uriner sur son corps. Victime et impuissante, Muriel subit ces terribles sévices durant des années. À chaque fois, son grand-père est présent, il participe au viol et encaisse l'argent. Certains clients iront même jusqu'à donner un billet à la jeune fille avec des bonbons. À 11 ans, Muriel trouve le courage d'avouer à ses proches les sévices dont elle est victime. Ses parents l'éloignent alors de ce grand-père bourreau, mais aucune poursuite pénale n'est engagée contre lui. Muriel met ainsi fin à plusieurs années d'enfer, mais le cauchemar continue. Détruite par ses multiples viols, à l'adolescence, la jeune femme sombre dans la dépression et se réfugie dans la boulimie et l'anorexie. Aujourd'hui, après de longues heures passées chez le psychiatre, Muriel n'existe plus. Elle se fait désormais appeler Katia et milite contre l'inceste et la pédophilie, afin que ce qu'elle a vécu ne puisse pas arriver à d'autres enfants.
Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crime et Faits divers avec Muriel, qui a donc désormais changé de prénom, puisque vous l'avez compris. Elle s'appelle désormais Katia. Bonjour Katia. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous publiez un nouveau livre qui s'appelle La femme aux cicatrices, survivante de l'inceste. Les cicatrices, ça ne s'efface jamais? Alors, s'effacer, non. C'est-à-dire qu'elles peuvent ne plus saigner, vous voyez. Et puis il y en a d'autres qui continuent à saigner, on ne peut pas arrêter. Malgré tout ce qu'on peut tenter, ça continuera. Ça continuera parce que vous êtes fragile. La vie vous a fragilisé, vous savez, vous avez eu un mauvais démarrage, les hommes en ont abusé. C'est-à-dire que moi, ce qui m'est surtout arrivé, c'est au moment où j'étais plus qu'adolescente, jeune femme. Pour moi, je considérais mon corps comme un boulevard. Puisqu'on en avait usé, abusé quand j'étais enfant, dans le fond, il n'avait pas de valeur. Un corps sur lequel tout le monde pouvait passer. Exactement. Mais je ne suis pas tombée dans la avec ce mot de boulevard. Oui, voilà, tout à fait. C'est ça. Hein. Mais c'est que, voilà, une personne violente avec moi, où je ne pouvais pas sortir parce qu'on m'avait enfermée, eh bien, il me violait. Après tout, je me disais, bon, une fois de plus. J'en étais arrivée à ça. Ça a commencé quand vous aviez 9 ans, par ce grand-père, Pépé Henry. Pépé Henry, oui. Pépé Henry, qui la première fois vous emmenait dans un bois. C'était, si vous voulez, mes parents avaient acheté une très grosse propriété au Raincy et derrière il y avait un énorme parc. Et donc moi j'étais toute seule parce qu'à ce moment-là mon grand-père qui m'avait élevée, mon grand-père paternel, était en train de mourir d'un cancer. Donc j'étais livrée à moi-même, à l'abandon, j'avais plus personne pour s'occuper de moi. Et Pépé Henry c'était le grand-père maternel, pour être très clair. Bien faire la différence. Et je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas parce que ce fameux grand-père maternel avait quitté ma grand-mère pendant de nombreuses années, avait vécu avec une maîtresse qui avait une enfant de son âge qui l'a violée. Seulement ça, évidemment, on a étouffé l'histoire. Moi, je l'ai su très, très longtemps après. Donc ce fameux Pépé Henry qui va vous faire autant de mal, il avait des antécédents? Ah oui. Oui, c'était vraiment ce qu'on appelle un pédocriminel. Le pédocriminel dans sa splendeur. Mais tout ça, c'était caché, C'était caché. Vous savez, dans le milieu bourgeois dans lequel je vivais, on ne dit pas ça. Il faut se taire, on cache tout. Plus c'est caché, mieux on est. Donc, si vous voulez, moi, je sentais qu'il y avait quelque chose de pas net chez ce personnage. Sauf qu'une enfant, j'avais que 9 ans, à 9 ans, mais attendez, moi, j'avais été élevée par des grands-parents. Et puis c'est un papy, en même temps, on a spontanément, on a confiance dans sa famille, parce que la famille, c'est normalement, et Inès nous le dira, mais la famille, c'est le lieu de protection, normalement, c'est le lieu... Normalement, oui. Oui, normalement, bien sûr, c'est le lieu où on doit être tranquille, protégé. C'est pour ça que c'est là qu'il y a le plus de non-dits en famille. Bien sûr, c'est la famille. Il ne faut pas oublier qu'il y a un enfant sur 5 qui subit l'inceste. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça paraît fou. 1 sur 5. Katia, donc vous, ce jour de 9 ans, vous avez des souvenirs précis de ce qui s'est passé ce jour-là? Ah oui, vous pouvez pas savoir, moi je ne souffre pas du tout d'amnésie post-traumatique, contrairement à beaucoup d'autres personnes. Tout est clair, mais vraiment, je l'ai écrit au vitriol, enfin les 2 livres, je les ai écrits au vitriol. J'ai tellement de souvenirs. Racontez-nous ce jour-là. Je vais vous raconter. Alors ce jour-là, en fait, je me retrouve donc toute seule dans cette maison. Et je m'ennuie, et je suis toute seule, quoi. Et il vient vers moi. Il ne me plaît pas, hein, je reprécise, c'est une personne qui physiquement ne m'attire pas, bien que ce soit un très bel homme. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, il y avait quelque chose qui faisait que. Et il me prend par la main et puis il me dit, écoute, plutôt que de t'ennuyer, on va aller visiter le parc. Tu es déjà allé dans le parc? J'ai eu la bêtise de dire non. J'avais dit oui, peut-être que ça aurait tout changé, mais bon, je dis non. Donc me voilà partie dans le parc, il m'emmène à peu près aux 3/4 du parc, il me cache derrière des arbres. Et je portais, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, vous savez, ces genres de petites robes avec des tout petits boutons et des petites boutonnières très serrées. Et il me dit, retire ta robe. Alors imaginez-vous, j'ai jamais entendu ça, moi, par mes autres grands-parents qui m'ont élevée. Ma petite maman, comme je l'ai toujours appelée, bah oui, elle me déshabillait, mais mon péli m'a jamais touchée. C'est invraisemblable. Et je lui dis, mais je peux pas. C'est vrai, je pouvais pas, j'étais incapable de la retirer. Et il a commencé à retirer ma robe. Et je me suis retrouvée nue. Et je me rappelle des choses que j'ai même pas écrites, parce que vous savez, ça revient au fur et à mesure. Je me rappelle l'avoir entendu s'extasier sur la petite culotte bateau que je portais, la culotte des petites filles. Oh, qu'est-ce que c'est mignon, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça te va bien. Attendez, mais c'est délirant, quoi. Ça vous va bien, une petite culotte bateau quand vous avez 9 ans. Bon. Il me l'a fait retirer. Je crois même qu'il l'a fait lui-même, autant que je me souvienne. Et je comprenais rien.
Et ce jour-là, franchement, c'est pas là que ça s'est passé. Ça a été de légers attouchements, mais enfin, je comprenais quand même pas. C'est la deuxième fois. Et la deuxième fois, là, par contre, ça a été grave parce que immédiatement. La première, c'est déjà grave. Hein. C'était, enfin, oui. Mais non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Avec mes souvenirs. C'est pour être très clair vis-à-vis des gens qui nous regardent. C'est aberrant. La première est déjà grave. C'est juste pas possible. Tout à fait. Mais pour moi, c'est la deuxième fois parce que la deuxième fois, là, il m'a touchée. Là, il m'a touchée, il m'a fait mal. Et là, il a commencé à avoir des mots que je comprenais rien. Tu es ma petite femme, tu es ma petite maîtresse, tu es ma petite pute. Je ne sais pas si vous imaginez une enfant de 9 ans qui entend tu es ma petite pute. D'abord, je vais vous dire une chose, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Alors comme ça, c'était bien. Je ne savais pas ce que voulait dire le mot maîtresse. Moi, de maîtresse, je connaissais que mon institutrice. Bien sûr. Voilà. Donc, si vous voulez, on était dans des mots que je comprends, maîtresse, institutrice, et puis le reste. Et puis le reste, vous découvrez plein de choses parce que vous le dites dans votre livre, vous dites même un sexe d'homme, vous n'aviez jamais vu ça. Ah mais j'avais jamais vu ça. C'est la première fois que vous, jamais. à 9 ans, que vous voyez un sexe d'homme. Jamais. Et je vais vous dire, moi je fais partie quand même d'une génération où on ne posait pas ce genre de questions. Je ne me serais pas vue demander, même à maman, qu'est-ce que c'était, comment était fait un homme ou comment il était fabriqué. Je ne savais pas. Il va également vous pousser à faire une fellation. Alors oui, la fellation, ça c'était son grand truc, ça me dégoûtait. Mais qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous demande? Ah ben il me poussait, il me faisait mettre de force. genoux. Et, oui, bien sûr, tout était forcé. Hein. Tous les actes étaient forcés. Et puis quand il a vu que je commençais à me rebeller, là il a fait ce chantage odieux. Si tu ne cèdes pas, c'est pas compliqué, je tue ceux que tu aimes. Et ceux que j'aimais, bah, c'était facile, c'était ceux qui m'avaient élevé. Hein. Alors comme mon pédé était gravement malade, j'avais très peur. Et ma petite maman était très fragile par la maladie de Montpellier. Moi, je les voyais fléchir. Je me disais, il va les tuer. Il va me les tuer. Vous vous sacrifiez pour eux, dans votre tête? Ah oui, parce que, très sincèrement, je peux vous le dire encore aujourd'hui, s'il ne m'avait pas menacé de cela, mais menacé de me tuer moi, mais j'étais d'accord. Mais qu'il me tue, j'en avais rien à faire. Ce que je voulais pas, c'est qu'il me fasse mal. Ce qu'il me faisait, je comprenais pas, ça me dégoûtait. Il insistait. Il commençait psychologiquement plus ou moins à me préparer aux autres viols que j'allais subir. Par d'autres personnes, on y viendra tout à l'heure. On va y venir. Mais il commençait à me dire, mais tu verras, tu vas aimer ça. Parce qu'en fait, la femme, et donc la petite fille que tu aimes et que tu es en train de grandir, parce que maintenant, voilà, j'étais une femme, hein, pourquoi pas, elle aime ça. Elle aime obligatoirement ça. Mais vous, quand il vous viole, il vous fait mal? Ah oui. Oui, il me déchire. Il me déchire. Attendez, j'ai 9 ans. Non, bien évidemment, c'était une affirmation en fait. Hein. Il vous fait mal et vous rentrez chez vous. Et qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez chez vous? Alors quand je rentre chez moi... Vous dites que vous avez mal? Non, je dis pas. Je peux pas dire. Donc je dis rien du tout. Je rentre et je souffre le martyre. Parce qu'il faut s'asseoir pour dîner. Alors, je vais dîner plus lentement que les autres parce que j'ai pas faim. Alors, faut dire la vérité, c'est que j'ai pas faim. Donc, je veux pas manger. Donc, ma mère, ma génitrice, se met en colère contre moi, ou elle me prive carrément de manger. Parce qu'elle comprend pas. Ah non, mais parce qu'elle veut surtout pas voir. Je vous assure, Jean-Marc, aujourd'hui, je sais. Elle ne voulait pas voir. Moi, je suis persuadée aujourd'hui, je l'ai écrit dans mon livre, qu'il y a de fortes chances que ma mère était elle-même touchée. C'est pas normal, ce comportement-là. C'est pas normal du tout. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai fait des études là-dessus, croyez-moi, je pense qu'elle a été touchée, mais je pense que ce qu'il y a de beaucoup plus grave que ça, c'est que je pense qu'elle était amoureuse de son père. Et ça, c'était la clé de l'histoire, en fait. Inès Gauthier, psychologue, c'est vrai qu'on voit dans beaucoup de cas, finalement, que les choses comme ça, non seulement c'est des secrets de famille, mais en plus, souvent, il s'est passé d'autres choses dans la famille. Et on a tendance à penser que Katia a raison quand elle nous dit que ce n'est pas un cas isolé. Dans la famille. Ah non, c'est sûr, parce que moi-même, je suis spécialisée dans la prise en charge des auteurs d'infractions sexuelles et d'inceste. Donc un travail extrafamilial. On voit ça tout le temps. C'est-à-dire qu'en effet, un inceste arrive rarement seul. On ne se réveille pas un matin et on commet un inceste. En général, au-dessus, soit soi-même, soit on a vu ses ascendants, soit il y a de la mémoire cellulaire qui fait que même 2-3 générations au-dessus, surtout si c'est pas dit, ça se répète encore plus. Il faut vraiment savoir que au niveau de la psychologie transgénérationnelle, moins on dit les choses, plus les secrets se manifestent dans le corps des descendants. Et alors avec l'inceste,
l'inceste, c'est fatal, hein, c'est tout le temps. Et en effet, comme on le disait tout à l'heure, la famille étant un endroit, un huis clos où c'est censé être rassurant et les enfants se préservent pour maintenir l'harmonie dans la famille, surtout dans des familles. En effet, il faut préserver une belle façade sociale, etc., des fois politique. Enfin, ça va très très loin, les enjeux. L'enfant le sent très bien et l'enfant se sacrifie en effet en ne disant rien. Et ce qui est terrible, je trouve, dans ce que dit Katia, Inès, c'est quand elle nous dit s'il m'avait dit qu'il allait me tuer moi si je parlais, j'aurais aimé qu'il me tue. Enfin, c'était pas grave. Oui. Mais là, je voulais préserver ma maman et mon autre grand-père. Oui. Et en fait, c'est pour les autres. Oui, c'est ça. C'est le sacrifice de l'enfant et on voit ça en effet tout le temps. L'enfant ne parle pas tout le temps. Il dit comment ma mère elle se serait effondrée, je pouvais pas dire que mon père me touchait, et puis mon petit frère il faut que je pense à lui, et puis tous mes oncles et tantes, et puis mon grand-père il aurait fait un infarctus s'il l'avait appris. Ils préservent en effet en général leur entourage au détriment d'eux-mêmes. Mais juste Inès, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous regardent? Il y a peut-être parmi les gens qui nous regardent là des jeunes qui sont victimes et qui n'osent pas parler, de peur justement de faire du mal à leurs parents, de faire du mal à leurs proches. C'est compliqué de leur dire allez parler parce qu'on sait les déflagrations que ça peut être dans les familles. Qu'est-ce que vous, qui êtes psychologue, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ceux qui nous regardent? Eh bien, je veux leur dire que en effet c'est extrêmement difficile de parler, mais s'ils le peuvent, il faut oser. Il faut s'autoriser à sortir du silence, parce que souvent d'ailleurs les personnes finissent par sortir du silence, mais au bout d'années et d'années qui ont fait plein de dégâts psychologiques et physiques sur eux, et en fait aussi sur leur entourage, parce qu'il y a des enfants qui, une fois adultes, disent je voyais bien que ma mère s'inquiétait pour moi parce que j'allais mal, du coup elle ça la mettait mal, mais je pouvais pas dire pourquoi, elle s'arrachait les cheveux. Donc de toute façon les parents sentent quand il y a un problème, quand c'est pas eux l'auteur des faits bien sûr, et le manque de dialogue fait que... Ce que vous nous dites, en fait, c'est ne pas parler. C'est pas forcément protéger ses parents. Non, c'est pas protéger. Parce qu'ils le sentent et quand ça va exploser, ce sera presque pire. C'est ça. Et ça peut même rendre service aux parents. Par exemple, alors, un cas typique, voilà, un père incestueux avec l'un de ses enfants. Et la mère, en effet, ne peut pas penser l'impensable. Ou elle a été elle-même victime et elle s'est elle-même tue. Donc elle répète ce non-dit et elle se voile la face. Et même si ça chamboule tout le monde sur le moment, en fait, les personnes qui sont concernées en tant que victimes ou même en tant qu'auteurs potentiels dans la famille, parce qu'en général, encore une fois, c'est pas isolé, il y en a plein d'autres. Il y a les cousins, il y a les machins. Et en fait, ça peut leur permettre à eux peut-être de se rendre compte et enfin d'aller se prendre en charge. Katia, ce Pépé Henri va pas s'arrêter là. Ah non, il va pas s'arrêter là. Parce que il va faire de vous une prostituée. Oui. Une jeune prostituée, parce que vous avez 9 ans, je le répète. J'ai 9 ans. Vous avez 9 ans, oui. Et pendant 3 ans, à peu près. À peu près, oui. Il va vous prostituer dans les hôtels. Alors, pas dans les hôtels, dans un hôtel. Dans un hôtel, ce que je qualifierais aujourd'hui avec des mots d'adulte de Borg, parce que c'est vraiment tout à fait ça. Vous savez, c'est l'hôtel où vous rentrez, où il y a une personne à l'accueil crasseuse, à qui vous donnez une enveloppe d'argent. En contrepartie, elle vous donne une serviette. Alors imaginez l'enfant que j'étais, qui avait déjà été à l'hôtel, mais dans des très beaux hôtels, qui n'avait jamais vu donner de serviette à l'accueil, qui n'avait jamais vu ce genre d'hôtel. Déjà, c'est effrayant. Juste, excusez-moi, je vous interromps un instant, on va en parler, mais le réceptionniste voit ce papy, il est complice, qui rentre avec une jeune fille de 9 ans et il bronche pas. Il est complice. Non mais vous avez 9 ans. Il est complice, qu'il soit complice de prostitution, ça on l'a déjà vu à de nombreuses reprises, mais il vous voit et vous avez 9 ans. Ça lui est égal. Lui, il prend l'argent. Vous savez, j'ai dans mes yeux cette enveloppe qui passe et ne croyez pas que ça n'arrive plus, parce que ça serait une grosse erreur. Moi, je travaille dans la prévention maintenant, je suis au sein de ça tous les jours. Je vous assure que c'est encore très fréquent. Et dans des pays, alors certains pays, c'est une horreur. Mais juste, la première fois, donc, vous rentrez dans cet hôtel, il donne l'enveloppe, il donne une serviette en échange. Voilà, il prend la serviette. Ce qui est déjà un peu surréaliste. Alors déjà, pour moi, oui, ça l'était. Je dois vous dire, franchement, j'ai pas compris. Alors vous savez, quand on a 9 ans, on est très naïf. Moi, je me suis dit, tiens, ils ont dû oublier d'en mettre. Ils rendent service. Non, mais je sais pas si vous voyez la folie. Moi, ils rendaient service. Mais non, mais c'est logique, c'est pas tant une folie que ça. Non, mais vous voyez, la petite fille, elle ne peut pas comprendre, quoi. Elle comprend pas. Et la première fois, vous montez dans la chambre, comment ça se passe? Alors, la première fois, quand j'arrive dans cette chambre, aussi étonnant que ça puisse paraître, je ne vois que 2 choses. Je vois un lit et je vois la porte ouverte sur une petite salle de bain où il y a une douche. Et ça m'a marqué. Je pourrais vous la décrire, cette salle de bain, tellement elle m'a sauté à la figure. Comme s'il y avait quelque chose en moi qui pressentait ce qui allait se passer après. Alors, à ce moment-là, il m'a demandé, bien évidemment, de me déshabiller. Je me suis dit, mais pourquoi il vient faire ça là, alors qu'il me le fait d'habitude dans le parc? Vous voyez, je comprends pas. Et là, alors
là où je suis moins précis, c'est sur le nombre de personnes à chaque fois. Parce que ma mémoire en engrange 2, 3, peut-être qu'il y en avait 4, je ne sais pas, à vous dire vrai. Mais elle rentre à ce oui, moment-là? oui, bien sûr. Elle rentre dans Bien la sûr. chambre d'hôtel? Bien sûr. Ils rentrent dans la chambre d'hôtel, ce sont des amis, ce que moi j'appelle les bons gros amis du Pépé Henri, qui lui donnent de l'argent. Je comprends très vite, à travers des mots, que ce sont des notables, hein, ce sont des avocats, ce sont des notaires, ce sont... vous voyez, je crois même qu'une fois, il y avait un médecin, vous voyez, mais c'est très loin. Et là, ces gens-là, je les regarde sans comprendre. Mais il y a quelque chose sur eux, même encore aujourd'hui en vous en parlant, qui me revient. Ils ont tous le même regard. Ils n'ont pas le regard d'une personne normale. Vous voyez, c'est un regard sale. Un regard vicieux, il y a des mains, vous savez, ce geste de main qui se frottent, et puis vite, bon, on se déshabille, on me saute dessus, quoi. Et ils le font pas tout seuls, hein. Je n'ai jamais été violée que par une personne à la fois, c'était en même temps, tant qu'on y était, voilà. Aujourd'hui, on appelle ça des tournantes, on appelle ça, bon, il y a plein de mots. Moi, à l'époque... Et votre grand-père est là, et ces personnes... Ah, mais il y participe. Ah, mais il participe. Il est partie prenante. Non seulement il prend l'argent, mais il profite de la marchandise. Ah non, mais c'est la chose terrifiante. Je ne sais pas si vous imaginez, moi j'ai une image d'enfant toujours qui me revient. Quand ces gens-là venaient pour ça, ils me donnaient un billet, comme on donne à une petite fille, vous savez, de l'argent de poche, et des bonbons. Vous voyez l'image, le bonbon, l'enfance, le billet, c'est sale. On achète. Eh bien, moi, c'est ce qu'on me donnait. Et je subissais. Ça pouvait durer 2 heures, 3 heures. Parce qu'en général, le fameux Pépé Henri racontait à mes parents qu'ils m'emmenaient voir un film. Et je me souviens très bien, la première fois, c'était Peter Pan. Et Peter Pan, c'était le film, vous savez, de référence de l'enfant. Tout le monde voulait voir Peter Pan. Bon, sauf qu'aujourd'hui, nous, adultes, on sait que Peter Pan, c'est pas tellement un film pour enfants, mais bon, voilà, on allait voir Peter Pan. Donc, en réalité, dans la voiture, il me racontait l'histoire de Peter Pan. Pour que vous puissiez la raconter à vos parents? Bah oui, parce que comment ça aurait été possible? Ah, mais ça allait jusque-là. Mais c'est arrivé dans cette chambre d'hôtel? C'est arrivé combien de fois? Oh, je dirais bien une vingtaine. Une vingtaine de fois? Ah oui, sur Avec des gens différents à chaque fois? Pas forcément. Non, mais au pas total, forcément. il y a combien de personnes de concernées? Une dizaine? Entre Paris, la banlieue parisienne, et après chez mon oncle en Corrèze, je dirais qu'il y en a bien une vingtaine. Parce que ça s'est reproduit ailleurs aussi, hein. Il n'y a pas eu que là. Mais ces gens-là, à aucun moment, quand ils voient la petite fille que vous êtes, à aucun moment, personne n'est freiné, personne n'est arrêté de se jeter, tous ces mecs qui se jettent sur une petite fille comme ça, personne n'est freiné. Non, les mots qui me reviennent quand on parle de ça, c'est « ça va te faire du bien, tu vas aimer ça ». Petite salope, enfin vous voyez tout ce qu'on peut entendre dans la bouche d'adultes dans les films que l'on voit aujourd'hui. Hein. Moi je les ai entendus petite fille. Et sans les comprendre, parce que c'était toujours ça mon problème, c'est que j'avais une incompréhension. C'est tellement loin du domaine de l'enfance, tellement loin des 9 années de bonheur que j'avais vécues avant, tellement loin. Un jour vous avez décidé de parler? Oh, bien plus tard. Vous aviez quel âge quand vous avez décidé d'en parler? J'avais 11 ans et demi à peu près, parce que mon grand-père est décédé, enfin mon Montpellier est décédé. Votre grand-père paternel? Paternel. Le gentil, pour voilà. faire simple. C'est les parents que j'ai eus en fait. Donc il décède de ce cancer. À ce moment-là, maman me dit qu'on va enfin partager la même chambre. Parce qu'il faut vous dire, ce que je n'ai pas dit, mais qui est très important, et je pense surtout aux enfants qui sont touchés, c'est qu'on se drogue très vite. Moi, j'ai commencé à me droguer avec du sirop de Fénergan. Ça paraît tout bête. Qu'est-ce que c'est que le sirop de Fénergan? C'est le sirop qu'on donne à un enfant quand il tousse. Ça l'aide à dormir. Il y a un peu d'alcool dedans, c'est pour ça? Il y a un peu d'alcool, et puis il y a des produits qui vous anesthésient un peu. Et moi, je me suis vite rendu compte qu'à chaque fois que je prenais ce fameux sirop, je m'endormais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à en prendre en douce pour dormir la nuit, parce que j'étais devenue insomniaque. Donc, vous voyez, vous tombez dans le sirop de Fénergan. Après, je suis passée au comprimé de Fénergan. Et puis après, je suis passée au benzo, etc. Je dors toujours avec des somnifères. Mais quand vous en parlez pour la première fois, quelle est la réaction de votre mère? Ah, de maman, parce que c'est pas à ma mère que j'en ai parlé. Pas la première fois? Non, non. Ah non, pas du tout même.
pas du tout. Non, non, c'est la nuit. Vous voyez, il doit être 3 heures du matin, j'arrive pas à dormir, je tourne, je vire, je suis pas bien. Et je commence à parler à maman. Je lui dis, j'ai quelque chose à te dire. Je m'entends encore le dire. J'ai quelque chose à te dire que je ne peux dire qu'à toi. Et là, c'est un torrent. Vous savez, un torrent. Toutes les vannes, je les ai lâchées. Et j'ai parlé. Ça n'a pas arrêté. J'ai parlé peut-être 2 heures, je ne sais pas. Quelle a été sa réaction? Eh bien, je vais vous surprendre, je ne sais pas. Parce qu'en fait, je me suis recouchée et endormie. J'étais libérée. Vidée, oui, c'est ça. Oui. Alors, bien sûr, elle m'a dit après, tu m'aurais lâché une bombe en pleine figure, que ça aurait été la même chose. Mais pour maman, quand elle a appris ça, qu'est-ce qu'elle pouvait penser? Qu'on avait détruit sa petite fille chérie. Sa petite fille chérie n'existerait jamais plus. Parce qu'elle voyait bien, elle, que je n'avais plus les mêmes réactions. D'abord, elle m'avait vu tomber dans la boulimie. J'avalais n'importe quoi, hein. Tout ce que je trouvais, j'avalais. De la brillante élève que j'étais pendant les 9 premières années de ma vie, j'étais devenue nulle. Je ne travaillais plus à l'école. On m'avait fait quitter la 6e pour me mettre dans ce qu'on appelait autrefois les classes de fin d'études. Vous voyez, j'étais en échec scolaire. Est-ce que vous avez porté plainte contre... À cette époque-là, on était en 58, hein. 58-59, vous voyez. Mais enfin, c'était quand même pas autorisé. Enfin, c'est-à-dire que quand papa c'était quand même pas autorisé de se retrouver à 4 ou 5 dans une chambre d'hôtel en train de violer une petite fille. Vous avez raison, Jean-Marc. Mais quand j'ai tout dit à mon père, il m'a emmené chez le médecin. Enfin, quand maman, c'est maman qui a tout expliqué à papa. Il m'a emmené chez le médecin aussitôt. Le médecin de famille qui savait. Parce que quand il venait m'ausculter, j'étais couverte d'échymoses, j'étais déchirée, enfin, comment pouvait-il ne pas savoir? Et il voyait bien quand même que cette gamine dégringolait. Il voyait. Donc, papa m'emmène là, il demande à ce qu'il me fasse des consultations gynécologiques, etc., ce qu'il fait, et ça conclut évidemment toutes les séquelles que je pouvais avoir, aussi bien anus que vaginales. Donc, il fait un très gros rapport. On rentre à la maison, et là, ma mère n'est pas allée travailler, elle est là. Et elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Elle se met à hurler, j'entends encore les cris, vous voyez. Et papa lui jette à la figure tout ce qu'il sait, et il lui dit, je vais au commissariat, je vais porter plainte. Et à ce moment, elle lui répond, si tu fais ça, je m'en vais et je divorce. Et mon père était amoureux de ma mère. Fin de l'histoire. En tout cas, votre histoire, hein, pour tous ceux qui veulent se plonger dedans, vous avez écrit 2 livres oui. dans lesquels vous revenez en détail. C'est une histoire très longue, très lourde, très compliquée. Ça s'appelle Des larmes dans les yeux et un monstre par la main. Et puis le dernier livre, c'est La femme aux cicatrices survivante de l'inceste. Et c'est paru aux éditions Maya. Vous voyez les couvertures à l'antenne en ce moment. Et vous avez également créé l'association Viol Enfance pour lutter contre la pédocriminalité. C'est SOS Viol Enfance. SOS Viol Enfance. Parce que vraiment, moi je reste persuadée que si on n'agit pas en amont, ça continuera. Je ne crois pas dans le reste, vous voyez. Il faut protéger l'enfant d'abord, lutter pour l'enfant, faire en somme qu'avant, en parlant, nous les victimes, et puis tous les professionnels, expliquer aux familles. Et c'est pour ça que votre parole est importante et c'est pour ça qu'on a voulu la voir sur ce plateau. Merci beaucoup, Katia. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous.